Donc là, on a abordé un peu le volet régulation. Et c'est vrai que ce qu'on voulait faire, notamment à l'occasion de FinTech Révolution, c'était donc inviter des représentants de l'industrie financière, également un acteur pur Web3 comme Cryptom, et Marc nous expliquera un peu plus précisément ce que vous faites. Pour tout bêtement, en fait, discuter des cas d'usage de la tokenisation. C'est vrai qu'il y a le volet cryptoactif, mais les tokens, ce sont finalement des doubles numériques qui permettent sur la blockchain de créer des actifs financiers, des obligations. On peut faire plein de choses. Vous allez un peu nous expliquer ce que vous essayez de faire. Je vous propose chacun à votre tour de vous présenter. Jean-Marc Stenger, explique-nous ce que tu fais à la Société Générale. Puis après, on fera Stéphanie, Marianne et Marc. Très bien, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc effectivement, je travaille à la Société Générale, je m'occupe de Société Générale Forge, qui est la filiale dédiée aux actifs numériques du groupe Société Générale et qui a pour mandat de préparer la banque justement à l'avènement de ce monde numérique dont on parle, et en particulier de construire les différents dispositifs, aussi bien réglementaires, juridiques, technologiques, qui nous permettent de proposer des services sur actifs numériques à la clientèle. Je dois préciser que je travaille dans la partie dite wholesale, c'est-à-dire de clients qui sert les clients, grandes entreprises du groupe, pas dans les activités retail. Et précisément, ces activités, la façon dont on les entrevoit et les cas d'usage, les premiers cas d'usage sur lesquels on travaille. Juste Jean-Marc, on finit juste le tour de table. Ah pardon, c'est juste la présentation. Ouais, exactement. Voilà, okay. C'est juste vraiment une fois que je suis lancé. Non, je sais, c'est pour ça. Bon, pardon. Stéphanie. Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie Lheureux, je suis Head of Digital Asset chez Euroclear, que j'ai rejoint il y a 1 an, et j'ai un parcours, je vais juste parler 2 secondes de mon parcours, j'ai le droit ? Ah bah oui, évidemment. Ouais. Donc c'est intéressant parce que je viens d'un monde fintech, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. J'ai passé un certain nombre d'années à construire des solutions, à équiper les différentes institutions financières de solutions pour automatiser leurs opérations, pour réconcilier. Et donc je vois bien comment toute cette infrastructure de marché fonctionne. Et donc en 2016, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de la blockchain et de voir comment on pouvait, en utilisant ce type de technologie, apporter de l'efficacité, apporter de la réduction de risque, réduction de réconciliation et par la tokenisation, mais aussi par l'utilisation de la blockchain elle-même. Donc voilà, donc après ça, je suis passée par différentes startups plus ou moins grandes pour rejoindre Euroclear. Et Euroclear, juste en un mot, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse, c'est pas une fintech, c'est pas une startup, c'est une infrastructure de marché. C'est ce qu'on appelle un dépositaire central de titres qui est régulé, et on s'occupe de la conservation de titres financiers, du règlement livraison entre interbancaires, et puis également un autre service qui est plus notre rôle d'investor CSD, qui est de donner l'accès au marché. Donc un investisseur qui est connecté à Euroclear va pouvoir donner accès à tous les marchés. En fait, c'est une espèce de blockchain super privée. Exactement. Okay. Marianne de Swift. Oui, bonjour à tous. Donc Marianne de Marquis. Je suis Chief Executive Europe de Swift. Donc Swift, c'est l'entreprise leader dans le monde des messages financiers. Donc on est dans les paiements, on est dans les titres. Et je représente aussi Paris Europlace, puisque je préside le comité finance numérique et cas d'usage de Paris Europlace. Merci beaucoup. Et Marc? Bonjour à tous, je suis Marc Péguin, le CEO et cofondateur de Crypton, qui est une fintech qui a pour vocation de créer une infrastructure de marché tokenisée pour financer des PME. Je suis aussi au bureau de France FinTech, donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui à FinTech Révolution, et fier membre du groupe de Marianne à Paris Europlace. Alors la première question, on ne va pas revenir en théorie sur la tokenisation, la blockchain, et justement on va essayer de parler de cas concrets. Quand on a préparé la table ronde, on en a discuté ensemble. C'est vrai que ça n'est pas simple quand on est un acteur installé, que ce soit Société Générale, Euroclear ou Swift, de toucher à ces technologies parce que vous avez déjà un stack technique qui a des décennies. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer aujourd'hui où vous en êtes? Et Jean-Marc, tu avais commencé, donc je vais te rendre la parole. Nous dire un petit peu ce que Société Générale Forge fait au sujet de la tokenisation. Oui, alors déjà il faut savoir qu'à la Société Générale, il y a une culture d'innovation dans le domaine financier qui est historique, et qui fait partie de l'ADN de la banque. Et donc très tôt, on s'est intéressé non pas à la digitalisation des services, mais directement à la digitalisation des titres financiers. Parce qu'on comprend bien que cette évolution majeure, fondamentale, cette révolution
quelque part qui a été amenée par la blockchain, c'est bien celle-ci. C'est le fait de créer, comme on dit, l'Internet de la valeur, et donc d'avoir des actifs numériques porteurs en eux-mêmes intrinsèquement de valeur, qui sont capables d'être échangés sur un réseau, comme on échange aujourd'hui de l'information, par exemple un email. Et donc ce potentiel, évidemment, on a voulu le comprendre dans un premier temps, et deuxièmement en faire, l'amener à nos clients et pouvoir en faire bénéficier de nos clients. Et donc les premiers sujets auxquels on s'est intéressé, sur lesquels on travaille aujourd'hui, sont précisément d'accompagner nos clients émetteurs, donc des entreprises qui souhaitent se financer typiquement sur les marchés de capitaux en émettant des titres de dette, en émettant précisément ces titres de dette, ces obligations, sous forme donc, dite nativement numérique, donc sous forme de tokens, de jetons, déployés sur des infrastructures de blockchain publiques qui permettent précisément plein de choses. Déjà la programmabilité de ces titres, la dématérialisation totale de ces titres et l'échange fluide, rapide, sécurisé de ces titres entre n'importe quel porteur dans le monde entier. Stéphanie, vous de votre côté, justement, ce que vous avez très bien expliqué sur ce que fait Euroclear, vous, la tokenisation, vous en avez fait quoi chez vous? Donc c'est des sujets effectivement qu'on regarde forcément depuis quelques années. La première chose qu'on a regardé, c'est la partie cash avec les expérimentations monnaie digitale, banque centrale qui ont été menées avec la Banque de France en 2020, je crois. Il faut savoir qu'en tant que CSD, donc dépositaire central de titres, on est amené à régler en monnaie digitale banque centrale. Donc si les titres sont tokenisés, notre activité étant ce qu'on appelle le DVP, l'échange de titres contre cash, la part de cash est extrêmement importante. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Et puis il y a 2 ans, on a commencé en regardant l'évolution du marché, en engageant avec le marché, en regardant tout ce que les acteurs étaient en train de construire sur toute la chaîne de valeur, sur toutes les classes d'actifs, l'engagement des banques centrales, le changement de la réglementation avec l'arrivée du régime pilote, on en a un peu discuté pendant la table ronde d'avant, de construire notre propre plateforme d'émission de bons digitales. En tant que CSD, on n'a pas besoin de ce régime pilote qui est créé plutôt pour des acteurs nouveaux. Donc c'est complètement conforme à CSDR. Et l'autre approche qu'on a qui est importante, c'est de se dire, comme aujourd'hui, on a sous custody l'équivalent de 40 trillions de dollars. Donc c'est des sommes importantes. On sait bien que la transition elle va être longue et que donc une approche hybride pour nous est extrêmement importante. Et ce que le marché nous disait, c'est les émetteurs sont prêts, et c'est ce que Jean-Marc a raconté aussi, ils avaient envie d'expérimenter, de comprendre les bénéfices de la tokenisation, notamment pour ces titres financiers. Un peu moins de demande du côté des investisseurs qui n'avaient pas forcément envie. Donc c'est une approche hybride avec une tokenisation du titre et puis la capacité d'interopérer avec un système legacy pour permettre cette liquidité, l'accès à tous les services Euroclear, la collatéralisation et tout ce qu'on peut imaginer derrière. Et vous, pour finir justement le tour des 3 acteurs institutionnels? Alors, donc si je prends ma casquette Swift, donc Swift, c'est une coopérative qui est détenue par les banques. Donc on est une organisation non-for-profit et on est en fait au service des banques. Et donc ce que l'on fait, c'est on co-crée des solutions avec toutes les banques, les institutions financières. On a 11 500 financières sur le réseau, dans le monde, dans 200 pays. Et en fait, donc, il y a plusieurs années maintenant, les institutions financières, les grandes banques sont venues nous voir en disant il y a des projets de monnaie numérique banque centrale. Donc, pour rappel, il y a quand même 100 banques centrales dans le monde qui sont en train de réfléchir sur des monnaies numériques banque centrale, que ce soit retail et wholesale, donc toute la partie marché financier, disons. Donc déjà ça, et puis par ailleurs, il y a de la tokenisation d'actifs, donc c'est-à-dire la représentation sous forme de jetons numériques de titres financiers, donc des actions, des fonds, des obligations qui seraient inscrits, donc cotés, négociés et réglés, livrés sur des infrastructures de marché, non pas Euronext, Euroclear comme on les connaît aujourd'hui, mais sur la technologie DLT ou blockchain. Donc le challenge qu'on nous a qu'on nous a partagé, c'est de dire, moi, institution financière, j'ai des infrastructures de connexion marché, donc notamment j'ai Swift, et c'est des infrastructures extrêmement sécurisées avec une résilience, et c'est vraiment dans l'ADN de Swift.
mais je souhaite pouvoir accéder avec mon infrastructure à de nombreuses monnaies numériques banque centrale quand elles vont arriver, tokenisation. Donc, si on estime qu'il y en aura beaucoup, effectivement, des monnaies numériques banque centrale, puisqu'il y en a 100 qui sont en train de banques centrales qui sont en train de plancher sur le sujet et des actifs tokenisés, il va y avoir plusieurs plateformes. Et donc le marché va se fragmenter. Alors déjà, il se fragmente pour des histoires de géopolitique, mais également, ces nouvelles technologies, il va y avoir plein de plateformes. Et comment faire en sorte que ces plateformes puissent, ces monnaies puissent s'échanger entre elles, ces actifs tokenisés puissent être échangés entre eux, et que ces plateformes se parlent entre elles. Donc nous, on travaille sur l'interopérabilité, sur l'interconnexion et l'interopérabilité, c'est-à-dire les mêmes standards, le même langage en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est sur quoi on travaille. Et alors justement, toi Marc, je te connais depuis des années avec Cryptown, donc tu travailles et tu milites pour qu'effectivement la tokenisation se développe. Vous, sur quoi vous travaillez au quotidien et surtout comment vous travaillez avec des acteurs plus traditionnels? Et après, justement, j'aurai d'autres questions sur les difficultés, ce que vous arrivez ou non à faire finalement avec la tokenisation et aussi comment vous voyez les choses dans les années qui viennent à ce niveau-là. Nous, on est convaincus que la tokenisation, ça peut permettre d'avoir des infrastructures de marché qu'on appelle unifiées, donc où on joue des rôles qui aujourd'hui, jusqu'alors, n'étaient pas cumulables, qui sont le rôle d'exchange et le rôle de CSD, comme l'a dit Stéphanie. Et en jouant ces deux rôles et en désintermédiant une partie de la chaîne, on va avoir des infrastructures moins coûteuses à opérer et de ce fait, pouvoir approcher des cas d'usage différents. Et notre cas d'usage, c'est de se dire, si on arrive à avoir une infrastructure moins coûteuse, on peut la mettre à disposition des PME pour leur permettre de se financer par la bourse et par notre bourse, et pour débloquer, on l'espère, à l'échelle un financement en fonds propres des PME françaises et européennes, et également permettre aux investisseurs de leur PEA-PME d'investir dans du côté, ce qui est assez rare aujourd'hui sur ce type d'actifs, et finalement créer une brique qu'on juge manquante à l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, et la tokenisation, c'est un moyen de le faire, on va dire, de manière plus réaliste pour une fintech comme nous, moins coûteuse. Et c'est une marche qu'on a commencé à prendre, comme tu le disais, il y a quelques années, mais qui s'est concrétisée depuis le régime pilote et qu'on est en cours de prendre. La chance qu'on a, c'est qu'on part avec un legacy beaucoup moins lourd que mes acteurs de droite. La différence, par contre, c'est que même si on parle de nouveaux règlements, il ne fait pas de cadeau, même au fintech, et ça reste quelque chose de sérieux, de lourd, qu'il faut prendre en compte. Et même dans le cadre du pilote régime, devenir DLT, TSS ou SS, c'est complexe, c'est une application de CSDR, et donc voilà, ça nécessite quand même une mise à niveau et de prendre au sérieux tout ça, et c'est ce qu'on fait, mais voilà. Ok, non, mais merci beaucoup. Et alors, quand vous avez commencé tous à travailler sur ces sujets de tokenisation, finalement la motivation donc, était liée au coût, gagner en efficacité, et quelles difficultés vous avez pu rencontrer même en expérimentant, parce qu'effectivement, comme Marc l'a souligné, vous avez plus de moyens, mais il y a aussi le legacy. Donc c'est quoi? C'est vous travaillez en parallèle sur des projets, mais vous ne touchez pas au core système? Je peux commencer. Donc, la première partie de ta question, c'était pourquoi? Oui, c'est finalement pourquoi, c'est-à-dire est-ce que vous cherchez de l'efficacité Oui, alors un des rôles d'Euroclear, c'est effectivement d'apporter cette résilience, cette sécurité et cette efficacité dans les règlements de livraison et dans l'organisation des marchés de capitaux. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un legacy de 40 ans ou 50 ans, je ne sais plus exactement, depuis la dématérialisation et les valises avec les bouts de papier à l'intérieur. Et donc il y a toute une organisation qui est en place, qui fonctionne, mais qui pourrait être plus efficace. On pourrait essayer d'avoir moins de breaks, et l'organisation de marché, même avec une chaîne successive d'intervenants, fait qu'il y a beaucoup de messages qui s'échangent, beaucoup de risques de break. Donc on voulait voir comment cette technologie peut permettre d'apporter cette efficacité, et puis aussi accompagner, un peu comme ce que disait Marianne, c'est accompagner les acteurs et nos participants qui avaient cette demande de nous dire, ben voilà, avançons sur le chemin de la tokenisation et voyons comment ça peut apporter de l'efficacité opérationnelle, la réduction de coûts et éventuellement
aussi des nouveaux business models. Donc ce qui nous intéresse là-dedans, c'est déjà le principe même du partage de la data, de passer d'un mode séquentiel de partage de la donnée à un mode un peu plus circulaire, de partager en temps réel l'information entre tous les intermédiaires de la chaîne. C'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui et qui est une des causes de break, ne serait-ce que sur des références data, sur la création d'un titre, comment récupérer l'ISIN de ce titre aujourd'hui, ça prend du temps et c'est compliqué, et donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il y a des délais. Donc voir un peu toute cette notion de data et de partage de la data et de source unique, de single source of truth. C'est un premier point. Et puis après, l'élément vraiment transformatif, et ça a été dit, c'est le token. C'est le fait que le token ne soit pas uniquement les caractéristiques du titre financier, mais c'est toutes les datas, les métadatas qui vont avec le token et qui permettent d'automatiser un certain nombre de process qui aujourd'hui, ou de contrôle, qui se font aujourd'hui a posteriori, qu'on va pouvoir ramener a priori. Donc ça peut ramener beaucoup d'efficacité, et toute cette notion de programmabilité est vraiment clé. Mais encore une fois, c'est quand même assez transformatif, donc ça a des impacts, et le marché et la réglementation et les systèmes ne sont pas forcément prêts à les accueillir aujourd'hui. Donc ça, c'est une des difficultés, à la fois comment pousser et mettre en place une innovation en tenant compte de la capacité d'adoption, de la maturité du marché, délivrer des bénéfices tout en étant sur un scope relativement restreint parce qu'on ne peut pas tout bouleverser d'un coup. Donc trouver le bon équilibre pour faire tout ça et permettre l'adoption. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des soucis d'adoption et on en parlera peut-être après, mais c'est des vrais challenges. Jean-Marc, de votre côté? Oui. Alors, nous, la motivation, initialement, et quand je dis initialement, c'est qu'on a commencé à s'intéresser au sujet, c'est-à-dire il y a plus de 5-6 ans maintenant, elle était assez basique, c'était juste de comprendre, en faisant nous-mêmes les fondamentaux de l'écosystème crypto. Et quand je dis crypto, là, je ne pensais pas encore spécialement à la tokenisation de titres financiers, mais vraiment crypto-monnaie, parce que quand vous êtes banquier et que vous voyez comment les opérations sont conduites, quand vous connaissez précisément les systèmes bancaires legacy, forcément ça interpelle quand vous constatez et quand vous pratiquez vous-même. Tu posais la question, moi j'ai acheté des cryptos il y a longtemps justement pour comprendre par moi-même comment ça se passait, donc ça interpelle quand vous voyez des transferts de valeur s'effectuer instantanément, sans aucun fail, c'est-à-dire sans aucune cassure opérationnelle, et finalement une qualité de service pour des services qui effectivement s'assimilent à des services financiers, d'où le point sur la réglementation, mais des services qui s'apparentent à des services financiers développés par des startups qui n'ont pas les moyens que vous avez et qui de fait amènent un niveau de qualité de service final à l'utilisateur extrêmement bon. Donc la première motivation, c'était de comprendre pourquoi ce n'était pas comme ça chez nous. Et donc c'était un peu le point de départ de la réflexion. Quand on refait rentrer tout ça dans un cadre d'opération régulé avec toutes les bonnes pratiques bancaires et financières qu'on a pu évoquer sur le panel précédent, la façon d'opérer change quand même assez significativement. Mais malgré tout, il y a des apports très nets qu'on peut importer dans nos propres pratiques, dans nos propres systèmes, qui permettent d'envisager ce saut qualitatif, ce saut quantique dans le niveau de service qu'on peut amener à la clientèle du fait de l'intégration de solutions blockchain ou DeFi ou autres dans nos propres opérations, encapsulées dans un cadre réglementaire et bancaire classique que l'on connaît. Je vais juste être un peu provocateur, après vous avoir écouté tous les deux. Est-ce que finalement, si on ne va pas au bout de la logique, dans 20 ou 30 ans, on imagine un monde où il n'y a que des blockchains, enfin je veux dire publics, et on a réduit à la portion congrue justement les intermédiaires financiers, et finalement on utilise tous des tokens, on est émetteur. Bon, c'est évidemment une projection, mais est-ce que finalement vous n'allez pas rester que dans l'expérimentation parce que c'est tellement structurant et structurel que ça va avoir un impact énorme si ça se développe? Je peux prendre, je pense. Alors, premier point, on n'est pas uniquement dans l'expérimentation. Là, la plateforme qu'on a, c'est une plateforme qui est en production, qui est conforme à la réglementation et qui est une alternative, une option offerte à nos émetteurs pour les émissions de bonds, qui fait partie de notre term and condition. Donc, on est vraiment dans la réalité, dans le marché. Ensuite, je pense qu'il y a un point il y a ce que la technologie permet, il y a ce que le marché est prêt à adopter et la façon dont tout ça va évoluer. Et au-delà de la technologie, et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut imaginer complètement désintermédié
remédier et peut-être qu'on y arrivera. Il y a qui prend le risque derrière, comment les liabilities s'organisent, qui prend la responsabilité s'il y a quelque chose qui va mal, vers qui on se retourne. Et donc les intermédiaires, et quels qu'ils soient, hein, que ce soit les banques, les custodianes, les CSD, ils ont un rôle dans cette infrastructure de marché au-delà de l'aspect technique. Il y a un rôle de risque, de prise de risque qui porte le risque et de service au-delà. Donc je pense que ça va surtout aussi permettre d'enlever des services qui ont peu de valeur ajoutée, réorganiser, faire disparaître, l'avenir nous le dira. Marianne, je vous voyais acquiescer effectivement côté Paris Europlace et même Swift, j'imagine que vous avez la même approche. Oui, alors je pense que, enfin, au-delà de la technique, la technologie, c'est la technologie. Donc l'intérêt, c'est effectivement de regarder comment cette technologie peut améliorer le fonctionnement des marchés de capitaux et le financement de l'économie. Mais au-delà de la technologie, il faut des tiers de confiance. Il faut, si jamais il y a un problème, il faut pouvoir se retourner vers quelqu'un. Et être en lien aussi avec la réglementation. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphanie. Alors nous, de notre côté, ce qui nous a poussé, donc je vous l'ai dit, hein, c'est effectivement la constatation que de nombreuses initiatives commençaient à prendre forme, que ce soit au niveau des monnaies numériques, mais aussi des actifs tokenisés. Je fais partie du comité de la BCE c'est sur ces sujets tokenisation d'actifs et monnaie digitale banque centrale. On voit qu'il y a énormément en fait de cas d'usage, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de nouvelles émissions aussi, hein, notamment d'actifs tokenisés, donc des bonds en particulier, enfin des obligations. Et donc il faut pouvoir bien comprendre, s'approprier en fait ces sujets, pouvoir mobiliser aussi, et donc ça c'est mon rôle côté Paris Europlace, de pouvoir fédérer des initiatives de place pour que la place de Paris se positionne vraiment favorablement dans cette compétition-là, et on a vraiment beaucoup d'atouts. Vous avez entendu Charles Moussy de l'AMF, donc on a des régulateurs très en avance, on a une Banque de France qui sont très tournés vers l'innovation monnaie numérique banque centrale pour accompagner la tokenisation des actifs. On a des pionniers comme SG Forge et d'autres. On a des grands acteurs comme Euroclear qui commencent à se lancer justement sur des plateformes de tokenisation. Et il faut des acteurs comme Euroclear parce que les banques vont vouloir se tourner vers des acteurs vraiment de confiance, des tiers de confiance. Et puis effectivement Swift sera là pour assurer que toutes ces plateformes puissent être accessibles et puissent vous pouvez acheter un actif sur une plateforme, le revendre sur une autre, etc. Non, c'est très clair. J'ai quand même une question, c'est qu'on parle d'un marché où il y a des émetteurs et des investisseurs. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une demande qui est davantage du côté, par exemple, des émetteurs, donc des entreprises, des États qui vont émettre une obligation ou une action, ou alors est-ce que c'est plus du côté des investisseurs qui vont chercher à se positionner sur ce type d'actifs? Je ne sais pas qui veut commencer sur Marc. Je pense que ça va dépendre du type d'actif. Je laisserai les autres panélistes, dont Jean-Marc, répondre sur le côté peut-être obligataire, mais nous, les émetteurs qui en discutent, c'est des PME. Et donc, ce n'est pas des sociétés qui sont déjà connectées aux infrastructures de marché. Donc, elles n'ont pas vraiment d'autres options. Quand vous êtes une PME et vous voulez faire une IPO, vous pouvez le faire sur les petits compartiments, notamment de Euronext Growth, mais c'est souvent quand même des coûts assez élevés. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit vraiment que adapté à ces sociétés-là, en se faisant fi du visa prospectus, puisqu'on restera en dessous des seuils prévus par l'Europe. En France, c'est 8 millions d'euros. Donc avoir un process complètement adapté. Et dans ce cas de figure, il y a une vraie demande des émetteurs. Pour les investisseurs, ça nécessitera un peu plus de temps à construire. Pour eux, dans notre approche, l'aspect tokenisation, ils le verront même pas, puisque ça restera une action cotée sur un marché européen qui aura les mêmes caractéristiques que toute action cotée sur tout autre marché européen. Ils pourront investir directement de leur banque via leur PEA, PME, mais pour eux, finalement, ils investissent sur une action cotée non tokenisée ou tokenisée chez nous, ça ne change rien. Et donc, on veut vraiment faciliter que le pas soit le plus faible possible pour démocratiser. Notre but, c'est vraiment pas de rajouter de la complexité
technologique, c'est vraiment mettre à profit cette techno de tokenisation pour fluidifier la chaîne et faciliter la vie de nos clients qui sont d'un côté les PME qui souhaitent simplement se financer en fonds propres, qui ne souhaitent pas interagir avec une blockchain, et des investisseurs qui soient, comme je l'ai dit, privés, ou même des fonds small cap. Quand vous êtes un fonds small cap, vous avez un dépositaire, et donc c'est simplifier la vie des dépositaires pour qu'ils puissent facilement tenir leur rôle avec des security tokens sans complexifier la chaîne, et c'est comme ça qu'on voit vraiment démocratiser les deux côtés. Peut-être juste pour compléter, alors effectivement nous aussi c'est ce qu'on constate en travers des discussions qu'on peut avoir avec nos clients. L'intérêt premier aujourd'hui et historiquement vient du côté des émetteurs. J'ai envie de dire que c'est un petit peu normal dans le cycle, c'est-à-dire que par définition, pour qu'un investisseur s'intéresse à ce sujet de tokenisation, évidemment il faut qu'il trouve des titres disponibles de bonne qualité qui correspondent à un besoin qu'il a. Donc le cycle c'est de commencer par l'émetteur qui crée cet actif qui est disponible ensuite pour qu'un investisseur puisse l'acheter. Nous, ce qu'on a constaté sur chacune des émissions de security token qu'on a pu réaliser pour compte de clients, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des émissions, à chaque fois il y a eu des investisseurs et à chaque fois ces titres ont été placés, parfois pour des montants assez importants, de l'ordre de 100 millions d'euros par exemple. Et c'est typiquement ce genre de taille sur lequel on travaille. Est-ce que vous pouvez nous donner avec 2-3 chiffres en fait l'avantage que ça représente, je sais pas, en termes de je sais qu'on avait déjà parlé, mais au lieu de prendre 10 jours, ça va prendre peut-être 2 jours pour justement déboucler une opération, sur ce genre de choses. Ouais. C'est-à-dire le fait de digitaliser le titre financier amène deux choses. Déjà la digitalisation du titre en lui-même, mais également très fortement la digitalisation implicite et automatique du process d'émission et d'achat du titre financier. C'est-à-dire qu'en gros, tout se fait sur des plateformes numériques en simplifiant et en raccourcissant tous les délais de traitement plus opérationnels et parfois même manuels qu'on peut avoir. Donc je pense que l'exemple auquel tu fais référence, c'est un exemple d'émission d'obligations au format numérique qui typiquement est une opération de structuration qui peut prendre de l'ordre de 15 jours à 1 mois sur des formats traditionnels avec toute la documentation juridique qu'il est nécessaire de mettre en place de façon ad hoc sur ce titre-là, en optimisant et en digitalisant encore une fois à la fois le travail de ce qu'on appelle le syndicat bancaire, c'est-à-dire le groupe de banques qui organise une transaction de ce type-là sur une plateforme numérique, la création du titre financier, son déploiement sur une infrastructure blockchain, et de l'autre côté, la capacité pour des investisseurs également d'acheter sur une plateforme numérique, ce sont typiquement des opérations qu'on peut réduire à quelques jours. Et pour vraiment l'opération, donc on a parlé beaucoup de règlement livraison, c'est-à-dire le fait de livrer un titre financier entre un émetteur à l'acheteur et inversement que l'acheteur paye ce titre financier. Aujourd'hui, le standard en Europe, c'est de réaliser ces opérations sur 3 jours, sur des transactions blockchain, sous réserve qu'il y ait une patte cash également on-chain. C'est le point de Marianne sur les monnaies numériques de banque centrale. Cette opération est quasiment instantanée. Donc on passe de 3 jours à littéralement quelques secondes. Donc quand je parlais de saut quantique tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très très significatif, avec tout ce que ça signifie derrière en termes de réduction de risque de contrepartie, réduction de risque de settlement et autres, qui sont des éléments extrêmement structurants pour les opérations financières. Je peux peut-être juste rebondir là-dessus. Effectivement, aujourd'hui, le cycle de règlement livraison, c'est T+2, T+3 en fonction des produits, des marchés, etc. Et l'utilisation de ce type de technologie peut permettre ça, mais il y a un certain nombre de conditions pour que ça puisse arriver, à l'échelle. Et il faut une maturité du marché. C'est pas une limitation, si tu veux, de la technologie, c'est plus de la structure de marché, de l'organisation de marché. Aujourd'hui, il y a des mouvements pour réduire ces cycles de règlement livraison et de passer de T+2 à T+1, et c'est déjà extrêmement compliqué pour un marché de migrer. Donc la technologie permet ça. Est-ce que c'est quelque chose que le marché est prêt à adopter aujourd'hui? Pas forcément, mais c'est vrai que c'est un des bénéfices qui est intéressant pour la technologie. De même, en fait, le passage à la tokenisation, c'est l'utilisation de la digitalisation, et tu l'as très bien expliqué, il y a toute une partie qui n'est pas liée vraiment à la tokenisation elle-même, mais qui est la digitalisation d'un certain nombre de process qui restent papier et qu'on est en train d'automatiser, qui vont apporter énormément de bénéfices. Allez-y. J'allais revenir à ta question, en fait.
et qui était de issueurs, enfin émetteurs et investisseurs, et de comment tout ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, je pense qu'on arrive à une fin d'une première phase d'expérimentation où il y a eu énormément d'expérimentation, beaucoup de plateformes et de tokenisation qui ont été créées, et finalement très peu de liquidité. Et ce qu'il faut savoir, on parlait des problèmes tout à l'heure, c'est que ça reste un changement qui est structurant, je ne sais pas si on peut parler de nouvelle classe d'actifs, ou en tout cas un nouvel objet, ce qui fait que ça ne rentre pas dans les cases, que ce soit des émetteurs, des investisseurs, des intermédiaires. Et pour pouvoir participer à des émissions, quel que soit le rôle, ça prend du temps. Il faut passer un certain nombre de comités dans l'organisation des banques, il faut passer la compliance, il faut passer toute cette gouvernance. Et donc se connecter à une plateforme, c'est compliqué. Et ça, c'est, je pense, une des limitations qu'on a, et une des raisons pour lesquelles on n'a peut-être aussi pas suffisamment d'investisseurs qui s'intéressent. Il y a cette fragmentation. On l'a fait une fois pour une plateforme. Comment accéder à l'intégralité des marchés? On revient à ces notions d'interopérabilité qui sont absolument clés pour pouvoir donner accès aux actifs et s'assurer que une fois qu'on a investi une fois dans un actif, on peut le faire dans un autre et une autre plateforme. Donc réduire ces problèmes de fragmentation. Et alors justement, si on se projette un petit peu pour aller au-delà des expérimentations, parce que là vous arrivez au bout, même s'il y a des choses qui sont évidemment live, mais pour imaginer que ce soit quelque chose de beaucoup plus mainstream, finalement il faut quoi? Juste se laisser du temps? Enfin, quels sont un peu les points bloquants? On a parlé avant de la régulation. Est-ce que, je veux dire, qu'est-ce qui manque, si ce n'est peut-être du temps pour que ça se développe? Alors, juste Marianne et après Jean-Marc. Alors, je vais vous donner la vision donc par Europlace cette fois-ci, puisqu'on travaille sur justement développer ces cas d'usage de tokenisation d'actifs, et on aimerait fédérer cette initiative de place. Et en fait, en discutant avec beaucoup d'émetteurs, que ce soit des émetteurs étatiques, para-étatiques, des émetteurs corporate classiques, bancaires, on s'aperçoit effectivement qu'un des éléments assez importants, même très important pour que ça décolle, la tokenisation, c'est le marché secondaire, en fait. Il faut qu'il y ait la possibilité pour... juste peut-être le marché secondaire, pour peut-être ceux qui ne sauraient pas... pour de pouvoir négocier ensuite ces titres. C'est-à-dire qu'un émetteur va émettre un titre financier, ce titre financier va se retrouver dans des portefeuilles d'investisseurs ou d'investisseurs institutionnels ou de gérants d'actifs ou de particuliers. Et après, il faut que vous puissiez revendre ce titre et que ça puisse exister. Et ça, c'est important, c'est un frein aujourd'hui parce qu'il n'existe pas de marché secondaire. Alors, il y a la partie de ce qui existe chez Cryptown pour la partie PME, mais il n'y a pas de marché secondaire aujourd'hui. En France, en tout cas, il y en a dans d'autres pays d'Europe. Donc ça, c'est un des freins que je vois. Dans d'autres pays, c'est aussi la clarté réglementaire, dont on a parlé aussi à la précédente table ronde. Alors, on a de la chance en Europe d'avoir un cadre réglementaire qui est clair, avec un régime pilote DLT, qui s'appelle vraiment comme ça, régime pilote DLT, et qui permet justement à de nouvelles types d'infrastructures de marché, secondaires et règlements de livraison, de pouvoir être créés en utilisant, pas les anciennes technologies, mais en utilisant les technologies blockchain. Mais c'est vrai que ce sujet de marché secondaire, il faut qu'on arrive à le résoudre à un moment donné. Super, merci beaucoup. Si je peux ajouter, c'est vrai qu'on a un peu parlé, mais on a un règlement européen qui a été voté qui permet de faire de la tokenisation d'instruments financiers cotés depuis mars de cette année. Donc on a la chance d'avoir un socle réglementaire assez stable. C'est un règlement. On peut candidater à 3 nouveaux types d'agréments, qui sont DLT MTF qui permet de jouer le rôle d'un exchange, d'un stock exchange, mais avec une brique DLT. DLT SS qui est le pendant DLT de ce que fait Euroclear, donc CSD, et DLT TSS qui est ce nouvel agrément qui permet de fusionner les deux rôles dont j'en ai parlé. Donc le cadre réglementaire est là et c'est quand même quelque chose de fort. Donc on peut se lancer. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'acteurs agréés dans ce cadre de ce pilote régime parce que c'est un grand pas. C'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre parce que, comme son nom l'indique, c'est des infrastructures et une infrastructure, elle a besoin d'utilisateurs. Et donc, il ne faut pas mettre non plus la charrue avant les bœufs. Donc, il faut penser à quelque chose de logique où les émetteurs s'y retrouvent, où les investisseurs, mais il y a aussi quand même des intermédiaires qui sont les personnes qui vont amener cette liquidité essentielle, qui peuvent être des market makers, qui peuvent être des brokers, qui peuvent être des teneurs de compte. Donc, il y a tout un écosystème à mettre en place pour avoir quelque chose de fonctionnel. Mais le socle pour créer l'infrastructure est existant. Après, il y a quand même des points pour certains projets d'interrogation qui sont cet actif de règlement. Donc, on a un peu parlé
Le règlement de livraison, c'est lorsque vous achetez un titre, qu'il soit tokenisé ou non, c'est le fait de le payer. Aujourd'hui, on est à 2-3 jours. L'idée dans le cadre des projets tokenisés, dans le cadre du projet de règlement, du DLTTC, c'est notamment de faire du instantané. L'instantané, l'avantage qu'il offre en plus d'être plus rapide, c'est quand on est en instantané, on considère qu'il n'y a plus de risque de contrepartie. Donc aujourd'hui, vous avez une chambre de compensation qui se place au milieu de l'acheteur et du vendeur. Et ben, on peut possiblement en faire fi. Et donc ça veut dire enlever un intermédiaire, puisque son rôle, il a d'autres rôles, notamment dans d'autres instruments, mais son rôle là peut être passé, et donc ça améliore aussi la chaîne. Le point, c'est que ce règlement, il se fait en monnaie banque centrale aujourd'hui, et la monnaie tokenisée, c'est un sujet aujourd'hui pour les infrastructures. Il y a la BCE, comme l'a dit Marianne, qui prépare un CBDC, mais qui n'est pas encore live. Dans le cadre du pilote régime, on peut utiliser autre chose que de la monnaie banque centrale. Après, selon les projets, c'est plus ou moins évident d'utiliser d'autres actifs de règlement. Nous, dans notre cas, on a trouvé des solutions, mais pour des projets, on va dire, qui nécessitent une interopérabilité, et notamment du interbancaire, la monnaie banque centrale, c'est quand même bien mieux. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il manque surtout ça pour permettre à des projets... Mais effectivement, je pense que ce que tu viens de dire montre à quel point il y a beaucoup de dossiers à pousser en même temps, et c'est un peu toute la complexité de la chose, c'est que il faut des titres effectivement tokenisés, mais il faut en même temps la monnaie de livraison. C'est d'ailleurs pour ça que, notamment chez Forge, vous travaillez dessus. Il nous reste juste 3-4 minutes. Vous avez évidemment une grosse activité en Europe, mais vous savez aussi un peu ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, si on devait un peu situer l'Europe par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, peut-être en Asie, on sait qu'en Asie, le marché financier se développe quand même assez bien. Globalement, on en est où? Est-ce qu'on est plutôt dans le wagon de tête ou alors en train de peut-être prendre du retard? J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le wagon de tête, mais là-dessus, j'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, on est forcément peut-être un peu biaisé parce qu'on est en France, on est français, mais non, notre perception, c'est vraiment que le cadre réglementaire qui a été mis en place en Europe est très clairement en avance sur ce qu'on peut voir ailleurs, ne serait-ce que parce qu'il existe ou il est sur le point d'exister. Il est assez complet. Nous, on a pu travailler par le passé, par exemple, sur des opérations similaires aux États-Unis. Le temps de développement, ne serait-ce que sur l'aspect réglementaire, est au moins 3 fois plus long aux États-Unis par rapport à l'Europe et par rapport à la France, du fait de cette complexité, de cette non-homogénéité. Et je ne vous parle pas des coûts qui sont plus que 3 fois supérieurs, mais c'est parce que les avocats sont plus chers là-bas aussi. Donc ça traduit bien cette maturité qu'on peut avoir en Europe. Et je pense qu'effectivement, c'est une opportunité de la place européenne de se positionner pour attirer des acteurs de référence, parce qu'on parle de plateformes mondiales de distribution, on parle de titres qui s'échangent aussi facilement que d'emails, donc ça veut dire forcément une capacité à distribuer et à positionner des services au niveau mondial. Donc quelque part, ça induit quand même une concentration géographique et sur quelques acteurs de ce type d'activité. Je pense qu'il y a une opportunité effectivement à saisir pour l'Europe et les acteurs européens dans ce contexte-là. Marianne, là-dessus, je serais curieux de savoir. Alors sur la comparaison internationale, moi je connais très bien l'Europe, forcément, mais oui, il y a les marchés asiatiques sont en avance, les Américains aussi sur cette histoire de tokenisation, même si le cadre réglementaire est moins clair. Mais oui, enfin, c'est-à-dire que alors, les experts, il y a beaucoup d'experts, notamment les grands cabinets de consulting, qui tous à peu près ont la même estimation. Ce serait à peu près entre 15 000 et 20 000 milliards de dollars à la fin de la décennie, entre 2027 et 2030. Donc d'actifs tokenisés, d'actifs tokenisés, de valeur de ces actifs. Donc c'est vraiment potentiellement un très gros marché. Maintenant, il faut se positionner. Effectivement, il faut que l'Europe se positionne sur le sujet. Pour que ça décolle vraiment, effectivement, il faut qu'il y ait des émetteurs, des investisseurs. On a un cadre réglementaire, c'est bien. Il faut qu'il y ait une bourse, enfin tout ce que j'appelle marché secondaire. Il faut qu'il y ait la monnaie numérique qui accompagne tout ça, et il faut le faire quand même relativement vite parce que c'est une course mondiale dans la compétitivité. Et c'est quand même des modèles.
je peux me tromper, mais c'est des modèles de winner takes all, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas 150 000 plateformes. Voilà, il y a un moment donné, c'est des modèles où c'est des effets réseau, quoi, ça se concentre. C'est vrai. Dernier mot, Marc. Si je peux rajouter, il y a un vrai sujet de souveraineté parce que les infrastructures tokenisées, on voit dans le cadre des cryptos que les leaders, ils sont souvent asiatiques, en tout cas ils ne sont pas en France, parce que c'est facile d'accéder à des plateformes de Paris, d'Europe, à d'autres. Et donc il y a un côté de souveraineté où il faut que les infrastructures de marché tokenisées se placent en Europe pour à la fois consolider le marché et possiblement même en avoir en Europe qui vont pouvoir traiter à terme des instruments financiers d'autres pays. Je pense que c'est important. Et je pense que le cadre réglementaire européen est propice, et même en France, l'accompagnement des régulateurs l'est pour que ça se passe en France avec le travail de Paris en place. Donc, pour répondre à ta question, nous, en tout cas, si on devait tout refaire de zéro, ben, je pense qu'on le referait en France, pour le coup. La même chose? Ouais, la même chose et pas ailleurs, parce qu'on a un cadre qui permet de faire ce qu'on souhaite faire. Ok, super. Bah, merci à tous les quatre. Je vais les applaudir et de rester